En 1847, deux sœurs jumelles de Géorgie ont disparu la même nuit que leurs domestiques. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Mais les documents qu'elles ont laissés derrière elles racontent une histoire que certains ont tout fait pour effacer. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Nous aimons savoir où se trouvent ceux qui, comme nous, sont fascinés par les secrets les plus sombres de l'histoire. L'histoire commence dans les terres basses de Géorgie, à une époque où le coton régnait en maître absolu sur l'économie du sud profond des États-Unis. Nous sommes au milieu du 19e siècle, dans une région où les plantations s'étendaient à perte de vue, où la richesse se mesurait en acres cultivés et en vies humaines possédées. C'était un monde régi par des codes stricts, des hiérarchies immuables et des lois qui gravaient dans le marbre la séparation entre les races. Dans le comté de Burke, non loin d'Augusta, mais suffisamment isolé pour que les regards indiscrets ne s'y attardent pas, se dressait une propriété que l'on connaissait sous le nom de Riverside Hall. Ce n'était pas la plus grande plantation de la région, mais elle possédait une réputation particulière. On y cultivait du coton, certes, mais aussi du tabac et quelques cultures vivrières. La maison principale, une imposante bâtisse de style géorgien, avec ses colonnes blanches et ses larges vérandas, dominait un paysage de champs ondulants qui descendait en pente douce vers la rivière Savannah. La famille qui régnait sur ces terres portait le nom de Caldwell. Le patriarche Samuel Caldwell était décédé en 1843, laissant derrière lui une veuve acariâtre, Margaret, et deux filles jumelles nées en 1824, Eleanor et Cassandra. À la mort de leur père, les jumelles avaient 19 ans, un âge où les jeunes femmes de leur condition sociale auraient déjà dû être mariées depuis plusieurs années. Mais les sœurs Caldwell n'avaient montré aucun intérêt pour les prétendants qui se présentaient régulièrement à Riverside Hall. Eleanor et Cassandra étaient d'une beauté troublante, presque identique. Elles possédaient cette ressemblance qui déstabilise, qui fait douter de ses propres yeux. Cheveux auburn qui captaient la lumière du soleil couchant, yeux d'un vert profond bordés de longs cils sombres, porte-altier hérité de générations d'aristocratie sudiste. Elle s'habillait toujours de manière similaire, pas forcément avec les mêmes robes, mais dans des teintes coordonnées qui renforçaient l'impression qu'elle formait deux moitiés d'un même être. Les habitants du comté ne parvenaient jamais à les distinguer avec certitude, et les jumelles semblaient prendre plaisir à entretenir cette confusion. Leur mère, Margaret, était une femme au visage sévère, perpétuellement vêtue de noir depuis la mort de son époux. Elle dirigeait la plantation d'une main de fer, veillant sur chaque détail avec une minutie obsessionnelle. Les esclaves de Riverside Hall la craignaient plus encore qu'ils n'avaient craint Samuel Caldwell de son vivant. On racontait qu'elle ne tolérait aucun écart de conduite, aucun manquement au travail, et que les punitions qu'elle ordonnait étaient d'une cruauté méthodique. Les jumelles, en revanche, entretenaient des rapports différents avec les gens asservis de la plantation. Eleanor était connue pour sa froideur distante, son silence hautain. Elle traversait les rangs de travailleurs sans jamais poser son regard sur eux, comme s'ils n'existaient pas vraiment. Cassandra, bien qu'aussi réservée, montrait parfois des signes d'une sensibilité qu'elle s'efforçait de dissimuler. On l'avait vue, à quelques occasions, s'attarder près des quartiers des esclaves, observant de loin les enfants qui jouaient dans la poussière. La vie à Riverside Hall suivait un rythme immuable, dicté par les saisons de culture et les obligations sociales. Les jumelles participaient aux réceptions données dans les grandes demeures voisines, recevaient elles-mêmes quelques invités triés sur le volet, assistaient aux offices religieux du dimanche dans la petite église méthodiste de la paroisse. Mais quelque chose dans leur comportement intriguait. Elles semblaient ailleurs, comme habitées par des pensées qu'elles ne partageaient avec personne d'autre qu'elles-mêmes. Margaret Caldwell avait une obsession, marier ses filles à des hommes de bon rang. Elle organisait des dîners, invitait les fils de planteurs prospères, facilitait les rencontres. Mais Eleanor et Cassandra déclinaient poliment chaque proposition, trouvant toujours une raison pour repousser les avances. Trop jeune, trop vieux, pas assez éduqué, trop attaché au jeu. Les prétextes variaient,
mais le résultat restait le même. En 1846, alors que les jumelles approchaient de leur 22e anniversaire, un changement subtil se produisit dans l'atmosphère de Riverside Hall. Les domestiques commencèrent à remarquer des détails troublants. Eleanor et Cassandra, qui partageaient depuis toujours la même chambre au premier étage, passaient désormais de longues heures enfermées, refusant même l'entrée à leur mère. Des discussions à voix basse s'échappaient parfois de derrière la porte close, mais personne ne parvenait à distinguer les mots prononcés. C'est également à cette époque que deux esclaves de la plantation attirèrent l'attention par leur présence inhabituelle près de la maison principale. Le premier se nommait Isaiah. C'était un homme de 25 ans environ, grand, aux traits fins, à la peau d'un brun chaud. Il travaillait comme palefrenier et menuisier, possédant des compétences rares qui lui valaient certains privilèges. On disait qu'il savait lire, ce qui était strictement interdit par la loi de Géorgie, mais personne n'avait jamais pu le prouver. Isaiah se déplaçait avec une dignité tranquille, qui contrastait avec la condition qui lui était imposée. Le second était Nathan, plus jeune de 2 ans, au physique moins imposant mais doté d'une intelligence vive qui transparaissait dans son regard. Nathan travaillait comme domestique dans la maison, servant les repas, entretenant les pièces, accomplissant ces tâches invisibles qui maintenaient le fonctionnement du quotidien. Il était discret, presque effacé, mais ceux qui le connaissaient bien savaient qu'il observait tout, enregistrait chaque conversation, chaque geste. Les domestiques de la maison commencèrent à murmurer que les jumelles demandaient trop souvent les services d'Isaiah et de Nathan. Eleanor convoquait Isaiah sous prétexte de faire réparer des meubles dans sa chambre, des réparations qui semblaient ne jamais se terminer. Cassandra requérait la présence de Nathan pour des tâches qui auraient pu être accomplies par n'importe quel autre serviteur. Ces faveurs apparentes créaient des tensions parmi les autres esclaves, qui voyaient dans ces traitements de faveur une injustice supplémentaire. Margaret Caldwell remarqua elle aussi ces arrangements inhabituels. Un soir de novembre 1846, elle convoqua ses filles dans le salon. La scène qui suivit ne fut entendue que par une servante qui nettoyait dans le couloir adjacent. La voix de Margaret résonna, dure et inflexible. « Vous vous comportez d'une manière qui pourrait détruire notre réputation. Si vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe sous mon propre toit, vous me prenez pour une idiote. » La réponse d'Eleanor fut glaciale, mesurée. « Vous ne voyez rien, mère, parce qu'il n'y a rien à voir. Votre esprit vieillissant invente des scandales où il n'en existe pas. » Cassandra ajouta, avec une douceur qui contrastait avec les mots venimeux de sa sœur. « Nous sommes vos filles, mère. Nous connaissons notre place dans ce monde. » Margaret ne fut pas convaincue. Elle donna des ordres stricts. Isaiah devait être réaffecté au champ, loin de la maison. Nathan serait remplacé par une servante plus âgée. Les jumelles ne protestèrent pas. Elles acceptèrent ces décisions avec un calme qui aurait dû alerter leur mère. Mais ce que Margaret ne savait pas, ce que personne ne pouvait deviner à l'époque, c'est que ses filles avaient déjà pris une décision qui changerait le cours de plusieurs vies et scandaliserait une société entière. Le printemps de 1847 arriva avec une douceur trompeuse. Les magnolias fleurirent le long de l'allée menant à Riverside Hall, répandant leur parfum entêtant dans l'air humide de Géorgie. Les champs de coton montraient leurs premières pousses vertes, promesse d'une récolte abondante. Tout semblait suivre le cours normal des choses. C'est dans ce contexte apparemment paisible que se produisit un événement qui allait marquer le début d'une série de disparitions mystérieuses. Au début du mois de mai, un voyageur de passage s'arrêta à Riverside Hall pour demander un verre d'eau. C'était un homme dans la quarantaine, vêtu comme un avocat ou un notaire, qui se rendait à Augusta pour affaires. Il fut reçu brièvement sur la véranda par Eleanor, qui lui offrit non seulement de l'eau, mais aussi un peu de nourriture pour la route. Cet homme, dont le nom était Thomas Brennan, repartit après une vingtaine de minutes. Mais ce qu'il vit pendant ce court séjour le troubla suffisamment pour qu'il en parle à plusieurs personnes une fois arrivé à Augusta.
Dans un bar du centre-ville, après quelques verres de whisky, il raconta à qui voulait l'entendre qu'il avait aperçu quelque chose de très inhabituel à Riverside Hall. J'étais sur la véranda, en train de boire l'eau que cette jeune dame m'avait apportée, quand j'ai vu par une fenêtre ouverte du premier étage. Il y avait les deux jumelles Caldwell, je les ai reconnues même de loin, et elles étaient en train de parler avec deux nègres. Mais ce n'était pas une conversation normale entre maîtres et esclaves, vous comprenez. Elle leur tenait les mains, comme si... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette histoire circula rapidement, amplifiée à chaque répétition. Certains l'écartèrent comme les élucubrations d'un ivrogne. D'autres y virent la confirmation de rumeurs qui couraient déjà en sourdine. Quelques-uns se demandèrent si Thomas Brennan n'avait pas simplement mal interprété une scène innocente. Mais l'homme n'eut jamais l'occasion de clarifier ou de revenir sur ses déclarations. 3 jours après avoir raconté cette histoire, Thomas Brennan fut retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Augusta. Le médecin conclut à une crise cardiaque, ce qui n'était pas rare pour un homme de son âge et de sa corpulence. On l'enterra dans le cimetière local et l'affaire fut rapidement oubliée par la plupart des gens. Mais pas par tous. Le shérif du comté de Burke, un homme méthodique nommé William Thatcher, nota dans son registre personnel la coïncidence troublante entre les déclarations de Brennan et sa mort subite. Thatcher connaissait les Caldwell depuis des années. Il avait chassé avec Samuel Caldwell, avait dîné plusieurs fois à Riverside Hall. C'était un homme qui croyait à l'ordre établi, aux hiérarchies naturelles de la société, mais aussi à la loi et à la justice. Et quelque chose dans cette histoire le dérangeait. Il se rendit à Riverside Hall 1 semaine après la mort de Brennan, sous prétexte d'une visite de courtoisie. Margaret le reçut dans le salon, les jumelles présentes mais silencieuses. La conversation resta superficielle, tournant autour de la santé de chacun, de l'état des récoltes, des nouvelles de la région. Mais Thatcher observait. Il remarqua la tension presque imperceptible dans les épaules d'Eleanor lorsqu'il mentionna incidemment le décès de Thomas Brennan. Il vit le regard que Cassandra lança à sa sœur, un regard chargé d'une signification qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Avant de partir, le shérif demanda s'il pouvait voir les écuries, prétextant son intérêt pour un nouveau cheval que les Caldwell auraient récemment acquis. Margaret l'accompagna elle-même, ce qui était inhabituel pour une dame de son rang. Dans les écuries, Thatcher ne vit aucun signe d'Isaiah. Lorsqu'il s'enquit du palefrenier avec désinvolture, Margaret répondit sèchement qu'il avait été vendu à un planteur de Caroline du Sud le mois précédent. Il était devenu paresseux et insolent, expliqua-t-elle. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Thatcher n'insista pas, mais il nota mentalement cette information. De retour à son bureau, il consulta les registres de vente d'esclaves du comté. Il ne trouva aucune trace d'une transaction impliquant Isaiah et Riverside Hall. Cela ne signifiait pas nécessairement que la vente n'avait pas eu lieu. Les enregistrements étaient souvent incomplets ou retardés, mais c'était un détail qui s'ajoutait à d'autres. Les semaines suivantes furent marquées par une tranquillité apparente. Les jumelles continuèrent leur vie habituelle, assistant aux événements sociaux, recevant quelques visites, supervisant de loin le travail de la plantation. Mais ceux qui les connaissaient bien remarquèrent un changement subtil. Elles semblaient plus sereines, presque radieuses, comme si un poids invisible avait été levé de leurs épaules. C'est alors qu'un incident étrange se produisit à la fin du mois de juin. Une servante de Riverside Hall, une femme âgée nommée Betty qui travaillait pour les Caldwell depuis plus de 30 ans, s'effondra soudainement en plein milieu de ses tâches quotidiennes. On la transporta dans les quartiers des esclaves, où elle délirait, répétant sans cesse des phrases incohérentes. Le médecin de la plantation diagnostiqua une fièvre cérébrale et recommanda du repos et des saignées. Mais avant de sombrer dans un état semi-conscient, Betty prononça des mots qui glacèrent le sang de ceux qui les entendirent. « Elles vont partir, les jumelles vont partir avec eux. J'ai vu les papiers. J'ai vu les papiers cachés dans la Bible, que Dieu nous protège tous. » Ces paroles furent rapportées à Margaret Caldwell, qui se rendit immédiatement dans les quartiers pour interroger Betty.
Mais la vieille servante était déjà trop affaiblie pour parler de manière cohérente. Elle mourut 3 jours plus tard, emportant ses secrets dans la tombe. Margaret, profondément troublée, fouilla méthodiquement la chambre de ses filles. Elle ne trouva rien d'incriminant. Pas de papier caché, pas de correspondance suspecte, rien qui puisse confirmer les délires de Betty. La Bible familiale, posée comme toujours sur la table de chevet, ne contenait que les passages habituels et les dates de naissance et de décès des membres de la famille, inscrites sur la page de garde. Pourtant, Margaret sentait qu'il se passait quelque chose. Son instinct maternel, aiguisé par des années de surveillance vigilante, lui criait qu'un danger rôdait. Elle renforça sa surveillance sur ses filles, leur interdisant de sortir de la propriété sans être accompagnées, exigeant de savoir où elles se trouvaient à chaque instant de la journée. Eleanor et Cassandra acceptèrent ces restrictions sans protester, ce qui aurait dû être un signe d'alarme en soi. Elles continuèrent leur routine, dociles en apparence, attendant simplement que l'attention de leur mère se relâche. Ce qui se préparait dans l'ombre, ce que personne à Riverside Hall ne pouvait imaginer, était un plan d'une audace inouïe, d'une témérité qui défiait toutes les lois de Géorgie, toutes les conventions sociales, toute la structure même de la société sudiste. Les jumelles Caldwell avaient décidé de franchir une ligne que personne avant elles n'avait osé traverser. Pour comprendre ce qui allait se produire, il faut remonter plusieurs mois en arrière, à l'automne de 1846. C'est à cette époque qu'Eleanor et Cassandra prirent véritablement conscience de sentiments qu'elles avaient longtemps refoulés, niés, combattus avec toute la force de leur éducation et de leurs convictions religieuses. Eleanor avait commencé à remarquer Isaiah 2 ans auparavant, lors d'un après-midi d'été où elle l'avait observé travailler à la réparation d'une clôture près de la maison. Il y avait dans ses gestes une précision, une concentration qui l'avait fascinée. Elle s'était surprise à chercher des prétextes pour se trouver là où il travaillait, à inventer des tâches qui nécessitaient ses compétences particulières. Au début, elle s'était convaincue qu'il s'agissait simplement d'une curiosité passagère, d'un intérêt pour le savoir-faire artisanal. Mais avec le temps, elle dut admettre que ses sentiments allaient bien au-delà. Isaiah était un homme cultivé malgré sa condition. Son précédent propriétaire, un érudit excentrique qui avait violé toutes les lois en enseignant la lecture à ses esclaves, lui avait transmis un amour des livres et de la connaissance avant de mourir et de voir sa succession dispersée. Isaiah avait été acheté par Samuel Caldwell lors d'une vente aux enchères, apprécié pour ses compétences techniques, mais aussi pour son comportement réservé et respectueux. Les premières conversations entre Eleanor et Isaiah furent anodines, des échanges brefs sur le travail à accomplir. Mais progressivement, alors qu'Eleanor lui confiait la rénovation complète d'une vieille armoire héritée de sa grand-mère, les discussions s'approfondirent. Isaiah parlait peu de lui-même, mais lorsqu'il le faisait, ses mots révélaient une sensibilité et une intelligence qui touchaient Eleanor au plus profond de son être. Elle commença à lui apporter des livres en cachette, prétextant qu'ils devaient être réparés, alors qu'en réalité, elle voulait simplement qu'il les lise, qu'il puisse partager avec elle ses impressions lors de leur brève rencontre. Cassandra, de son côté, avait développé des sentiments similaires envers Nathan. Leur rapprochement s'était fait de manière plus graduelle, presque imperceptible. Nathan servait à table chaque soir, et Cassandra avait pris l'habitude de lui adresser quelques mots de remerciement, ce qui était inhabituel pour une maîtresse de plantation. Ces échanges s'étaient prolongés, Cassandra trouvant des occasions de rester seule dans les pièces où Nathan travaillait, engageant des conversations à voix basse qui auraient été scandaleuses si quelqu'un les avait entendues. Nathan possédait une qualité rare. Il savait écouter. Cassandra, qui avait toujours vécu dans l'ombre d'Eleanor, trouvait en lui un confident qui ne la jugeait pas, qui ne la comparait pas à sa sœur. Elle lui parlait de ses lectures, de ses doutes sur la société dans laquelle elle vivait, de son sentiment d'étouffement dans cette vie prédéterminée. Nathan répondait peu, mais ses rares paroles témoignaient d'une compréhension profonde des tourments de la jeune femme.
Les jumelles s'étaient longtemps cachées mutuellement ces attachements, chacune croyant être la seule à vivre cette transgression intérieure. Mais leur lien gémellaire était trop fort pour que de tels secrets puissent être gardés longtemps. Un soir d'octobre, alors qu'elles se préparaient pour la nuit dans leur chambre commune, Eleanor surprit Cassandra en train de pleurer silencieusement devant la fenêtre. « Qu'est-ce qui te trouble ?» demanda Eleanor avec cette tendresse qu'elle ne montrait qu'à sa sœur. Cassandra hésita longuement avant de répondre. « Je suis damnée, Eleanor. J'ai des pensées, des sentiments qui me condamneront en enfer. » Eleanor s'approcha, posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Parle-moi. Nous sommes deux moitiés d'une même âme. Tu ne peux rien me dire que je ne puisse comprendre. » Ce fut ainsi que les jumelles découvrirent qu'elles partageaient non seulement un visage identique, mais aussi des sentiments similaires envers des hommes que la société considérait comme leur propriété. Cette révélation aurait pu les horrifier, les pousser à se dénoncer mutuellement ou à étouffer définitivement ces émotions interdites. Au contraire, elle les rapprocha encore davantage, créant entre elles une complicité absolue face à un monde qui ne pouvait que les condamner. Pendant les semaines qui suivirent, les sœurs discutèrent longuement de leur situation. Elles explorèrent toutes les options possibles, envisagèrent tous les scénarios. Elles pourraient vivre avec leurs sentiments secrets, les enterrer profondément et accepter les mariages que leur mère finirait par leur imposer. Elles pourraient fuir vers le nord, mais abandonner Isaiah et Nathan à leur sort leur était insupportable. Elles pourraient affranchir les deux hommes, mais les lois de Géorgie rendaient cette démarche extrêmement difficile et suspecte, et même des hommes affranchis ne pourraient jamais épouser des femmes blanches. C'est Eleanor qui formula l'idée la plus audacieuse, celle qui semblait si impossible qu'elle aurait dû être rejetée immédiatement. Et si nous partions tous les quatre? Et si nous allions dans un endroit où nous pourrions vivre comme nous le souhaitons? Cassandra la regarda avec des yeux écarquillés. Tu parles de fuir, de quitter notre foyer, notre famille, notre nom. Je parle de choisir notre propre vie, répondit Eleanor. Notre mère ne nous laissera jamais être heureuse ici. La société ne nous le permettra jamais. Mais il existe des endroits, loin d'ici, où les gens ne connaîtront pas notre histoire, où nous pourrons recommencer. L'idée était folle, dangereuse, presque suicidaire. Mais une fois plantée, elle grandit dans l'esprit des deux sœurs comme une graine dans un sol fertile. Elles commencèrent à se renseigner discrètement sur les territoires du Nord, sur les villes où des communautés mixtes existaient dans une relative tolérance. Elles lurent des récits de voyage, consultèrent des cartes, apprirent que dans certaines régions frontalières du Canada, la législation était différente, plus souple. Le plus difficile fut d'en parler à Isaiah et Nathan. Les deux hommes risquaient la mort s'ils étaient découverts en train de converser de manière inappropriée avec leur maîtresse. Mais Eleanor et Cassandra savaient qu'elles ne pouvaient pas prendre une telle décision sans leur consentement. Ce fut lors d'une nuit de novembre, profitant d'une absence exceptionnelle de Margaret, qui rendait visite à une cousine malade dans une plantation voisine, que les quatre personnes se réunirent pour la première fois dans la bibliothèque de Riverside Hall. Cette rencontre, si elle avait été découverte, aurait conduit Isaiah et Nathan à une mort certaine, probablement par pendaison, et les jumelles à un scandale qui aurait détruit leur famille. Eleanor prit la parole en premier, exposant leur plan avec une clarté qui surprit même Cassandra. « Nous voulons partir vers le nord, éventuellement jusqu'au Canada. Nous voulons que vous veniez avec nous, non pas comme nos serviteurs, mais comme nos égaux, comme nos époux, si vous acceptez. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé du poids immense de ce qui venait d'être proposé. Isaiah finit par parler, sa voix basse, mais ferme. « Vous comprenez ce que vous demandez? Vous comprenez les risques? Si nous sommes capturés pendant la fuite, je serai pendu ou fouetté à mort. Nathan aussi. Vous serez déshonoré, rejeté par votre famille. Votre mère pourrait vous faire enfermer dans un asile. » « Nous comprenons, » répondit Cassandra, « mais nous comprenons aussi que vivre sans vous serait une forme de mort. Nous mourrons lentement ici, dans cette cage dorée,
en épousant des hommes que nous ne pourrons jamais aimer, en donnant naissance à des enfants que nous élèverons dans le mensonge. Nathan, qui n'avait encore rien dit, prit la parole. « Et si nous refusions? Si nous vous disions que cette idée est trop dangereuse, trop folle ?» Éléanore le regarda droit dans les yeux. « Alors nous respecterions votre décision. Nous ne vous forcerions jamais. Nous ne vous mettrions jamais en danger contre votre volonté. Nous trouverions un moyen de vous affranchir, de vous donner une chance de liberté, même si cela signifie que nous ne pourrions pas être avec vous. » Cette déclaration toucha profondément les deux hommes. Ils virent dans les yeux des jumelles une sincérité qui ne pouvait être feinte. Isaïa et Nathan demandèrent du temps pour réfléchir, et les jumelles le leur accordèrent. Pendant une semaine, chacun médita sur cette proposition insensée. Finalement, lors d'une nouvelle rencontre nocturne, Isaïa et Nathan acceptèrent. Non par désespoir, non par opportunisme, mais parce qu'ils ressentaient, eux aussi, des sentiments véritables envers Éléanore et Cassandra, des sentiments qu'ils avaient enfouis encore plus profondément que les jumelles, sachant qu'ils signifiaient une condamnation à mort certaine s'ils étaient découverts. À partir de ce moment, les 4 conspirateurs commencèrent à planifier méticuleusement leur évasion. Il leur fallut des mois pour tout préparer. Éléanore, qui gérait une partie des finances de la plantation depuis la mort de son père, commença à détourner discrètement de petites sommes d'argent. Pas assez pour être remarquée immédiatement, mais suffisamment pour constituer un pécule qui leur permettrait de survivre pendant leur fuite. Cassandra se chargea de rassembler des vêtements pratiques, des provisions non périssables, des médicaments de base. Elle cousit elle-même des sacoches dissimulées sous ses robes, où elle cachait progressivement ses provisions. Isaïa étudia les routes possibles, mémorisant les cartes que les jumelles lui apportaient, identifiant les endroits dangereux et les refuges potentiels. Nathan, grâce à ses connexions avec d'autres esclaves, obtint des informations sur le réseau clandestin qui aidait les fugitifs, ces chemins de fer souterrains dont on parlait à voix basse. Mais ils savaient tous que la partie la plus difficile serait de quitter Riverside Hall sans être immédiatement poursuivi. Margaret surveillait ses filles de près depuis les délires de Betty. Les contremaîtres surveillaient tous les déplacements des esclaves. Il leur fallait créer une diversion, un événement qui occuperait tout le monde suffisamment longtemps pour leur donner une avance. C'est Éléanore qui eut l'idée la plus audacieuse. Nous allons faire croire à notre propre mort, pas immédiatement, mais après notre départ. Si Mère pense que nous sommes mortes, elle ne nous cherchera pas, ou du moins, elle ne nous cherchera pas de la bonne manière. Cette idée nécessitait une mise en scène élaborée, des faux indices, une histoire crédible. Les 4 complices travaillèrent à affiner chaque détail, répétant mentalement chaque étape de leur plan, anticipant chaque problème potentiel. Au début du mois de mai 1847, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le moment propice, une fenêtre d'opportunité qui leur permettrait de s'échapper. Cette opportunité allait se présenter plus tôt qu'ils ne le pensaient, et d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. Cette histoire vous glace-t-elle le sang? Si vous voulez savoir comment ces 4 âmes ont orchestré leur fuite impossible, laissez un like et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de leur décision. Auriez-vous eu ce courage? Le déclencheur fut un événement que personne n'aurait pu prévoir. À la mi-mai 1847, un cousin éloigné de Margaret Caldwell, un homme nommé Reginald Fairfax, arriva de Virginie avec l'intention de passer plusieurs semaines à Riverside Hall. Reginald était un homme dans la cinquantaine, veuf depuis peu, fortuné et à la recherche d'une nouvelle épouse. Dès son arrivée, il fit clairement comprendre que l'une des jumelles Caldwell ferait une candidate idéale. Margaret accueillit cette proposition avec un enthousiasme qui alarma immédiatement Éléanore et Cassandra. Pour leur mère, c'était l'occasion rêvée de marier au moins l'une de ses filles à un homme respectable. Reginald possédait une vaste plantation en Virginie, des relations politiques influentes et une réputation irréprochable. Le fait qu'il soit assez âgé pour être leur père n'était qu'un détail insignifiant aux yeux de Margaret.
Dès le premier dîner en présence de Reginald, les jumelles comprirent que leur temps était compté. L'homme les observait avec un regard possessif qui les mettait profondément mal à l'aise. Il ne faisait aucune distinction entre Eleanor et Cassandra, les traitant comme des objets interchangeables. « Peu m'importe laquelle des deux », dit-il à Margaret dans une conversation que les jumelles surprirent. « Elles sont identiques, n'est-ce pas? Le résultat sera le même. » Cette déclaration scella leur décision. Elles ne pouvaient plus attendre. Il leur fallait partir maintenant, avant que leur mère n'organise des fiançailles officielles qui rendraient leur fuite encore plus scandaleuse et difficile. Le soir même, lors d'une rencontre urgente dans la bibliothèque, après que toute la maisonnée se fut endormie, les 4 conspirateurs convinrent que le départ aurait lieu dans 3 jours, lors de la nuit du 20 mai. Cette date avait été choisie pour plusieurs raisons. Margaret avait prévu d'organiser une grande réception le 21 mai pour présenter officiellement Reginald à la société locale, ce qui signifiait que toute son attention serait concentrée sur les préparatifs. De plus, cette nuit-là serait sans lune, offrant l'obscurité nécessaire à leur évasion. Les 2 jours suivants furent une torture pour Eleanor et Cassandra. Elles devaient jouer leur rôle de filles obéissantes, sourire à Reginald, accepter ses compliments déplacés, participer aux discussions sur leur futur mariage potentiel. Chaque minute semblait durer une éternité. Chaque regard échangé avec Isaiah ou Nathan était chargé d'une tension presque insoutenable. Le 19 mai au soir, alors que la maisonnée se préparait pour la nuit, Eleanor commit un acte qui allait semer la confusion pour les années à venir. Elle rédigea 3 lettres. La première était adressée à sa mère, la seconde au shérif Thatcher, la troisième à un notaire d'Augusta nommé Josiah Pemberton. Ces lettres, soigneusement cachées dans des endroits différents de Riverside Hall, ne seraient découvertes qu'après leur départ. Leur contenu était énigmatique, parsemé d'allusions voilées et de demi-vérités conçues pour égarer ceux qui les liraient. La nuit du 20 mai arriva enfin. Le plan était d'une simplicité trompeuse. Isaiah et Nathan devaient quitter les quartiers des esclaves peu après minuit, en profitant du changement de garde des surveillants nocturnes. Ils se rendraient à un point de rendez-vous convenu dans les bois, à environ 2 kilomètres de la maison principale. Eleanor et Cassandra, de leur côté, sortiraient par une fenêtre du premier étage qu'Isaiah avait discrètement sabotée quelques jours auparavant pour qu'elle s'ouvre sans bruit. Mais avant de partir, les jumelles devaient accomplir la partie la plus macabre de leur plan, créer l'illusion de leur propre mort. Elles avaient préparé une mise en scène élaborée. Dans leur chambre, elles laissèrent leurs robes de nuit disposées sur les lits comme si elles avaient été abandonnées précipitamment. Sur la table de chevet, elles placèrent un bouquet de fleurs de magnolia fanées, un symbole de mort dans le langage des fleurs du Sud. Elles versèrent délibérément une bouteille d'un tonique médical sur le sol, créant une scène qui suggérait un empoisonnement ou une fuite précipitée. Le coup de génie fut l'ajout d'une note cryptique, rédigée d'une écriture tremblante qui imitait celle de quelqu'un en détresse. « Pardonnez-nous, nous ne pouvions supporter le déshonneur. La rivière nous accueillera avec plus de miséricorde que ce monde. » Cette note, volontairement ambiguë, était conçue pour orienter les recherches vers la rivière Savannah, dans la direction opposée à celle qu'ils comptaient prendre. À minuit 20, Eleanor et Cassandra, vêtues de robes sombres et pratiques qu'elles avaient cachées depuis des semaines, se glissèrent par la fenêtre. Elles descendirent en utilisant une corde qu'Isaiah avait confectionnée et attachée solidement à un poteau du balcon. Leur cœur battait si fort qu'elles avaient l'impression que leur poitrine allait exploser. Chaque bruit nocturne, chaque craquement de branches, chaque cri d'animal les faisait sursauter. Elles atteignirent le point de rendez-vous sans incident. Isaiah et Nathan étaient déjà là, tenant les rênes de 2 chevaux qu'ils avaient pris dans les écuries. Ces chevaux avaient été choisis pour leur endurance plutôt que leur vitesse. Le voyage qui les attendait serait long, épuisant, semé d'obstacles. Pendant un bref instant, les 4 personnes se tinrent ensemble dans l'obscurité de la forêt géorgienne, réalisant pleinement l'énormité de ce qu'elles venaient d'entreprendre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Ils étaient désormais des fugitifs, des criminels aux yeux de la loi, des parias rejetés par la société qu'ils avaient connue. « Vous êtes sûr ?» demanda Isaiah une dernière fois, sa voix à peine audible dans la nuit. « Plus sûr que nous ne l'avons jamais été de quoi que ce soit, » répondit Éléanore avec une fermeté qui surprit même sa sœur. Ils montèrent sur les chevaux, Éléanore avec Isaiah, Cassandra avec Nathan, et s'enfoncèrent dans les bois en direction du nord. Leur destination finale était le Canada, mais ils savaient qu'il leur faudrait des semaines, peut-être des mois pour y parvenir. Le chemin serait périlleux, traversant des États où la chasse aux esclaves fugitifs était féroce, où des patrouilles scrutaient constamment les routes à la recherche de fuyards. À Riverside Hall, leur disparition ne fut découverte que le lendemain matin, lorsqu'une servante vint frapper à leur porte pour les réveiller. N'obtenant pas de réponse, elle entra et découvrit la scène soigneusement orchestrée. Ses cris alertèrent toute la maisonnée. Margaret Caldwell se précipita dans la chambre de ses filles et comprit immédiatement, en voyant la note et l'état de la pièce, que quelque chose de terrible s'était produit. Sa première réaction fut de se diriger vers la rivière, convaincue que ses filles avaient mis fin à leur jour pour échapper au mariage avec Reginald. Elle ordonna que tous les esclaves disponibles soient mobilisés pour fouiller les berges de la Savannah. Pendant ce temps, le contremaître découvrit que 2 esclaves manquaient à l'appel, Isaiah et Nathan. Cette coïncidence troublante commença à semer le doute dans l'esprit de certains. Et si les jumelles n'étaient pas mortes? Et si elles avaient fui avec ces 2 hommes? Le shérif Thatcher fut appelé dans la matinée. En examinant la scène, son esprit méthodique commença à détecter des incohérences. La fenêtre ouverte, la corde encore attachée au balcon, l'absence de tout signe de lutte ou de violence réelle. Il écouta le témoignage de Margaret sur la visite de Reginald et la perspective du mariage forcé. Des pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. « Madame Caldwell, » dit-il avec précaution, « je pense que nous devrions envisager la possibilité que vos filles soient encore en vie. » Margaret le regarda avec des yeux écarquillés. « Que voulez-vous dire? Vous avez vu la note. Elles ont parlé de la rivière du déshonneur. »« Précisément, » répondit Thatcher. « Cette note est trop théâtrale. Si quelqu'un voulait vraiment se suicider, écrirait-il de cette manière? Et pourquoi 2 esclaves disparaîtraient-ils la même nuit? » La vérité commença à se frayer un chemin dans la conscience horrifiée de Margaret. Sa fille, ses propres filles, auraient-elles pu? Non, c'était impensable, inimaginable, contraire à toutes les lois de Dieu et des hommes. Mais en fouillant plus attentivement la chambre, on découvrit d'autres indices, des vêtements manquants, une boîte à bijoux partiellement vidée, des provisions qui avaient mystérieusement disparu du garde-manger au cours des dernières semaines. Tout pointait vers une fuite planifiée. La nouvelle se répandit comme un feu de prairie à travers le comté de Burke, puis dans toute la Géorgie. Les jumelles Caldwell avaient fui avec 2 de leurs esclaves. Le scandale était monumental, sans précédent. Les réactions allaient de l'incrédulité totale à la rage la plus violente. Margaret, effondrée, découvrit finalement les 3 lettres qu'Éléanore avait cachées. Celle qui lui était adressée disait simplement « Mère, nous vous aimons, mais nous ne pouvons vivre la vie que vous avez choisie pour nous. Ne nous cherchez pas. Nous sommes déjà mortes pour vous. Pleurez-nous comme si nous l'étions vraiment, car c'est la seule miséricorde que nous pouvons vous accorder. » La lettre au shérif était plus troublante encore. « Monsieur Thatcher, lorsque vous lirez ces mots, nous serons loin. Nous avons commis ce que beaucoup appelleront un crime. Mais nous vous demandons, est-ce un crime d'aimer? Est-ce un crime de refuser d'être vendu comme du bétail? Les lois des hommes ne sont pas toujours les lois de Dieu. Nous prions pour que l'histoire nous juge avec plus de clémence que notre époque. » La lettre au notaire Pemberton contenait des instructions détaillées concernant la gestion d'une partie de l'héritage des jumelles. Éléanore avait rédigé un document, légalement douteux mais techniquement valide, qui transférait une portion de leurs biens personnels à un compte sous un nom fictif.
Ce document ne serait découvert que bien plus tard, révélant l'ampleur de la planification qui avait précédé la fuite. Des groupes de chasseurs d'esclaves furent immédiatement formés. Des affiches furent imprimées et distribuées dans tous les États du Sud, offrant une récompense substantielle pour la capture d'Isaiah et Nathan et le retour sain et sauf des jumelles Caldwell. Ces affiches décrivaient les 4 fugitifs avec des détails précis, incluant leurs vêtements probables, leurs caractéristiques physiques, leurs compétences et leurs talents. Mais Eleanor, Isaiah, Nathan et Cassandra avaient anticipé cette chasse. Leur plan incluait plusieurs stratégies pour brouiller les pistes. Ils voyageaient principalement de nuit, se cachant pendant le jour dans des granges abandonnées, des grottes, des forêts denses. Les jumelles avaient coupé leurs longs cheveux auburn, les teignant avec des préparations à base de noix et d'herbes pour les rendre plus sombres. Elles portaient des vêtements masculins qu'Isaiah avait volés lors de leur première halte. La transformation était remarquable. Les 2 jeunes femmes qui avaient été les joyaux de la société géorgienne ressemblaient maintenant à de jeunes garçons de ferme, sales, épuisés, mais déterminés. Isaiah et Nathan, pour leur part, se faisaient passer pour des domestiques libres, travaillant pour 2 jeunes propriétaires terriens. Ils avaient même préparé de faux papiers d'affranchissement, des documents que Nathan avait copiés méticuleusement, d'après des originaux qu'il avait pu observer. Le voyage fut un cauchemar d'incertitude et de danger constant. Ils traversèrent la Caroline du Sud, puis la Caroline du Nord, évitant les grandes villes, les routes principales, tout endroit où ils pourraient être reconnus. Ils vécurent de petits larcins, de la charité occasionnelle de gens qui ne posaient pas de questions, du travail journalier quand ils le pouvaient. À plusieurs reprises, ils échappèrent de justesse à la capture. Près de la frontière de Virginie, un chasseur d'esclaves les observa avec suspicion dans une auberge où ils s'étaient arrêtés pour acheter du pain. Cassandra eut la présence d'esprit de simuler une crise d'épilepsie, détournant l'attention suffisamment longtemps pour qu'ils puissent s'échapper par une porte de derrière. Dans le Tennessee, ils tombèrent sur un groupe d'abolitionnistes qui faisaient partie du réseau clandestin aidant les esclaves fugitifs. Ces personnes, risquant leur propre liberté et leur vie, leur fournirent de la nourriture, des vêtements chauds et des informations précieuses sur les routes les plus sûres vers le nord. L'un d'eux, un Quaker nommé Ézéchiel, leur offrit même de les cacher dans sa ferme pendant 1 semaine pour qu'ils puissent se reposer. C'est dans cette ferme, à l'abri temporaire des poursuites, qu'Eleanor et Cassandra eurent une conversation qui révéla la profondeur de leur engagement. Assises dans la grange où Ézéchiel les avait installées, elles parlèrent à voix basse de ce qu'elles avaient abandonné et de ce qu'elles espéraient trouver. « Parfois je me demande si nous sommes folles, » dit Cassandra. « Nous avions tout, une maison magnifique, des robes somptueuses, une position sociale enviée. Et maintenant, regarde-nous, sales, affamés, traqués comme des criminels. » Eleanor prit la main de sa sœur. « Nous avions tout sauf la liberté, tout sauf le droit de choisir notre propre vie. Préférerais-tu être retourné à Riverside Hall, marié à Reginald ou à un homme similaire, condamné à une existence de mensonge? » « Non, » répondit Cassandra avec fermeté, « jamais. Même si nous mourions demain, je ne regretterais rien. Ces semaines avec Nathan, ces moments volés de vraies conversations, de vraies connexions, valent plus que toutes les années que j'ai passées dans ma cage dorée. » Isaiah et Nathan, qui écoutaient depuis l'autre bout de la grange, furent profondément émus par cette déclaration. Ils avaient risqué leur vie pour cette fuite, sachant que s'ils étaient capturés, leur châtiment serait atroce. Mais entendre les jumelles exprimer si clairement la valeur qu'elles accordaient à leur relation les remplit d'une détermination renouvelée. Ézéchiel vint les voir le dernier jour de leur séjour dans sa ferme. « Vous êtes conscients, leur dit-il, que même si vous atteignez le Canada, votre vie ne sera pas facile. Les préjugés existent partout. Vous serez toujours regardé avec suspicion, toujours jugé. »« Nous le savons, » répondit Eleanor, « mais au moins, nous serons ensemble. Au moins, nous vivrons selon nos propres choix. » Le Quaker hocha la tête avec respect.
Vous avez plus de courage que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Que Dieu vous protège. » Ils repartirent au bout d'une semaine, traversant le Kentucky puis l'Ohio. À chaque étape, le danger persistait. Les chasseurs d'esclaves étaient actifs même dans les États libres, cherchant à capturer les fugitifs pour les ramener dans le sud et réclamer les récompenses. Les affiches les concernant étaient affichées dans toutes les villes importantes. Mais à mesure qu'ils progressaient vers le nord, quelque chose commençait à changer en eux. L'épuisement physique était toujours là, la peur constante d'être découvert aussi. Mais un nouveau sentiment émergeait, l'espoir. Pour la première fois de leur vie, Isaiah et Nathan osaient imaginer un avenir où ils ne seraient plus la propriété de quelqu'un d'autre. Pour Eleanor et Cassandra, chaque kilomètre parcouru représentait une libération des chaînes invisibles qui les avaient retenus toute leur vie. En août 1847, 3 mois après leur départ de Riverside Hall, ils atteignirent enfin la frontière canadienne. Le passage lui-même fut anticlimactique, un simple franchissement d'une rivière dans l'obscurité. Mais lorsqu'ils posèrent le pied sur le sol canadien, les 4 fugitifs s'effondrèrent dans les bras les uns des autres, pleurant de soulagement et d'épuisement. Ils avaient réussi. Contre toute attente, contre toutes les lois de Géorgie, contre tous les obstacles qu'une société hostile avait dressés devant eux, ils avaient réussi. Mais leur histoire ne s'arrêtait pas là. Ce qui allait suivre serait tout aussi remarquable, tout aussi controversé et bien plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé. Leur arrivée au Canada ne marqua pas la fin de leurs épreuves, mais plutôt le début d'une nouvelle série de défis. Ils s'installèrent initialement dans une petite communauté près du lac Erie, un endroit où d'autres esclaves fugitifs avaient trouvé refuge. Cette communauté, bien que tolérante et accueillante, n'était pas exempte de préjugés et de difficultés. Eleanor et Cassandra durent rapidement faire face à une réalité qu'elles n'avaient pas pleinement anticipée. Même dans un pays où l'esclavage était aboli, les mariages interraciaux restaient profondément controversés. Les autorités locales, bien que ne pouvant les forcer à retourner en Géorgie, regardaient leur situation avec une suspicion manifeste. Le premier obstacle surgit lorsqu'ils tentèrent d'officialiser leurs unions. Ils se rendirent chez un pasteur de la communauté, un homme d'origine écossaise nommé Reverend McAllister, réputé pour ses vues progressistes. Mais même lui hésita lorsqu'ils lui exposèrent leur situation. « Je comprends votre désir », leur dit-il avec embarras, « et je ne juge pas vos sentiments. Mais vous devez comprendre que ce que vous demandez causera un scandale même ici. Il y a des lois, certes non écrites, mais des conventions sociales qui... » « Nous avons fui un pays entier pour échapper à ces conventions, » l'interrompit Eleanor avec une passion contenue. « Nous ne demandons pas votre approbation morale, révérend. Nous demandons simplement que vous reconnaissiez devant Dieu ce qui existe déjà dans nos cœurs. » McAllister fut touché par ces paroles. Après une longue réflexion et des prières, il accepta de célébrer une cérémonie privée. Mais il les avertit. « Je ne pourrai pas enregistrer ces mariages officiellement. Les registres civils refuseront probablement de les reconnaître. Vous serez mariés devant Dieu, mais peut-être pas devant la loi. Alors nous serons mariés devant Dieu, » répondit Cassandra. « C'est suffisant. » La cérémonie eut lieu un matin brumeux de septembre 1847, dans une petite chapelle en bois, avec pour seul témoin quelques membres de la communauté fugitive. Ce fut un moment d'une beauté poignante. Eleanor et Isaiah, puis Cassandra et Nathan, échangèrent des vœux simples mais chargés de toute l'intensité de ce qu'ils avaient traversé ensemble. Isaiah, tenant les mains d'Eleanor, dit « Je te promets de protéger la liberté que tu as choisie, même au prix de ma vie. Je te promets de te considérer comme mon égal en toutes choses, de respecter ton esprit et ton courage. » Eleanor répondit, les larmes coulant sur ses joues, « Je te promets de ne jamais oublier ce que tu as sacrifié pour que nous soyons ici. Je te promets de construire avec toi une vie où nos enfants ne connaîtront jamais les chaînes que tu as portées. » Cassandra et Nathan échangèrent des vœux similaires, chacun reconnaissant le poids de leur histoire commune et leur espoir pour l'avenir.
Mais pendant que ces 4 personnes commençaient leur nouvelle vie au Canada, en Géorgie, l'affaire des jumelles Caldwell continuait de faire des vagues. Margaret Caldwell, rongée par la honte et la rage, refusa d'accepter la réalité de la situation. Elle engagea des détectives privés, des chasseurs d'esclaves expérimentés, leur donnant pour mission de retrouver ses filles et de ramener Isaiah et Nathan pour les châtier. Le plus tenace de ces chasseurs était un homme nommé Silas Crowe, un individu à la réputation sinistre qui s'était enrichi en traquant les esclaves fugitifs à travers tout le pays. Crowe était méthodique, patient, impitoyable. Il commença par reconstituer le parcours probable des fugitifs, interrogeant des dizaines de personnes, suivant chaque piste, aussi ténue soit-elle. En novembre 1847, 6 mois après la fuite, Crowe arriva au Canada. Il ne pouvait légalement arrêter Isaiah et Nathan sur le sol canadien, et encore moins forcer Eleanor et Cassandra à retourner en Géorgie. Mais il avait d'autres méthodes. Il commença à répandre des rumeurs dans les communautés frontalières, suggérant qu'Isaiah et Nathan avaient kidnappé les jumelles, qu'il les retenait contre leur volonté, qu'il les avait peut-être même assassinés. Ces rumeurs, bien que totalement fausses, trouvèrent un écho dans certains esprits prédisposés à croire le pire des hommes noirs. Des tensions commencèrent à apparaître même au sein de la communauté qui avait accueilli les 4 fugitifs. Certains résidents, craignant des représailles ou simplement influencés par leurs propres préjugés, commencèrent à éviter Eleanor, Cassandra, Isaiah et Nathan. La situation devint critique lorsqu'un groupe de jeunes hommes, encouragés par les insinuations de Crowe, tenta une nuit d'attaquer la modeste maison où vivaient les 2 couples. Ils furent repoussés grâce à l'intervention de voisins sympathisants et à la présence d'esprit d'Isaiah, qui avait prévu ce genre d'incident et gardait toujours une arme à portée de main. Mais cette attaque força Eleanor, Cassandra, Isaiah et Nathan à prendre une décision difficile. Ils ne pouvaient rester dans cette communauté devenue hostile. Il leur fallait s'enfoncer plus profondément au Canada, trouver un endroit encore plus isolé où personne ne les connaîtrait, où leur histoire ne les aurait pas précédés. Ils partirent donc une fois de plus, remontant vers le nord, vers les régions moins peuplées de l'Ontario. Ce nouveau voyage fut presque aussi éprouvant que le premier, bien que les dangers soient différents. Cette fois, ce n'était pas la loi qu'ils fuyaient, mais les préjugés, la méfiance, la haine ordinaire qui existait même en territoire libre. Ils finirent par s'installer dans une région forestière, près du lac Huron, dans un endroit si reculé que les voisins les plus proches se trouvaient à plusieurs kilomètres. Ils construisirent eux-mêmes leur maison, une humble cabane en bois qui leur offrait une protection contre les éléments et l'isolement nécessaire à leur sécurité. La vie qu'ils menèrent durant les années suivantes fut rude, mais authentique. Isaiah utilisait ses compétences de menuisier pour fabriquer des meubles qu'il vendait occasionnellement dans les villages environnants. Nathan cultivait un petit potager et chassait pour subvenir à leurs besoins. Eleanor et Cassandra, qui n'avaient jamais accompli de travail manuel de leur vie, apprirent à cuisiner, à coudre leurs propres vêtements, à effectuer toutes les tâches domestiques qu'elles avaient toujours considérées comme allant de soi. Ce fut pendant ces années d'isolement relatif que les véritables profondeurs de leur amour et de leur engagement furent testées. Les illusions romantiques de leur fuite initiale se heurtèrent à la réalité quotidienne de la pauvreté, du travail dur, de l'incertitude constante. Il y eut des moments de doute, des disputes, des nuits où chacun se demandait s'ils avaient fait le bon choix. Mais il y eut aussi des moments de pure joie, de connexion authentique qui n'auraient jamais été possibles dans leur vie précédente. Eleanor apprit à rire vraiment, sans la retenue imposée par les conventions sociales. Cassandra découvrit une force en elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Isaiah et Nathan, pour la première fois de leur vie, purent se tenir debout sans courber d'osiers. Des hommes libres accomplissant un travail qu'ils avaient choisi. En 1849, 2 ans après leur fuite, Eleanor donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Hope. 6 mois plus tard, Cassandra mit au monde un garçon baptisé Freedom.
Ces enfants, nés de ces unions impossibles, représentaient l'aboutissement de tout ce pourquoi leurs parents avaient lutté. Mais même dans cet isolement, le passé continuait de les hanter. Des voyageurs occasionnels apportaient parfois des nouvelles du Sud. Ils apprirent ainsi que Margaret Caldwell était morte en 1848, emportant dans sa tombe sa rage et son refus d'accepter les choix de ses filles. Riverside Hall avait été vendu pour éponger les dettes accumulées pendant la recherche infructueuse des jumelles. Ils apprirent aussi que Silas Crowe n'avait jamais abandonné sa traque. Bien qu'il ne puisse plus opérer légalement au Canada, il continuait de rassembler des informations, attendant peut-être une opportunité, une erreur de leur part qui lui permettrait de les capturer. Cette menace constante, ce sentiment de ne jamais être véritablement en sécurité, pesa lourdement sur les 4 adultes. Ils vivaient dans une vigilance permanente, scrutant chaque visage inconnu, méfiant de toute question trop précise sur leurs origines. En 1852, 5 ans après leur fuite, un événement survint qui faillit détruire tout ce qu'ils avaient construit. Un homme se présenta un jour à leur cabane, se présentant comme un journaliste de Toronto intéressé par les histoires des réfugiés du Sud. Son nom était Andrew Fitzpatrick, et il semblait sincèrement sympathique à leur cause. Isaiah et Nathan se méfièrent immédiatement, mais Eleanor, fatiguée de vivre dans le secret et l'anonymat, voulut croire en les bonnes intentions de cet homme. Elle commença à lui raconter leur histoire, sans révéler tous les détails, mais suffisamment pour que Fitzpatrick comprenne l'essence de leur parcours. Ce fut Nathan qui découvrit la vérité. En fouillant discrètement dans les affaires que Fitzpatrick avait laissées dans son chariot pendant qu'il discutait avec Eleanor, Nathan trouva une lettre adressée à Silas Crowe. Fitzpatrick n'était pas un journaliste, mais un informateur payé pour localiser les fugitifs. La confrontation qui suivit fut brève mais intense. Isaiah ordonna à Fitzpatrick de partir immédiatement, menaçant de le livrer aux autorités canadiennes pour tentative d'enlèvement si jamais il revenait. L'homme partit, mais le mal était fait. Leur emplacement était maintenant connu. Il n'était plus sûr pour eux de rester. Une fois de plus, ils durent tout abandonner. La maison qu'ils avaient construite, le jardin qu'ils avaient cultivé, les relations qu'ils avaient patiemment tissées avec quelques voisins tolérants. Ils emballèrent le strict minimum, prirent leurs 2 jeunes enfants et disparurent dans la nuit. Cette fois, ils voyagèrent vers l'ouest, vers les territoires encore moins peuplés, là où la civilisation était rare et où les questions l'étaient encore plus. Ils finirent par s'établir dans une région montagneuse, si isolée qu'ils ne voyaient d'autres êtres humains que 2 ou 3 fois par an. Les années passèrent dans cet isolement extrême. Hope et Freedom grandirent, ignorant presque tout de l'histoire complexe de leurs parents, élevés dans un monde où les divisions raciales n'existaient pas parce qu'il n'y avait qu'eux, leur famille immédiate, et occasionnellement un trappeur ou un marchand itinérant. En 1857, 10 ans après leur fuite initiale, Eleanor tomba gravement malade. La vie rude des montagnes, les hivers impitoyables, les années de privation avaient finalement entamé sa santé. Il n'y avait pas de médecin à des jours de voyage, et les remèdes maison que Cassandra connaissait s'avérèrent insuffisants. Isaiah veillait sa femme jour et nuit, impuissant face à cette maladie qui la consumait lentement. C'est durant cette période de maladie qu'Eleanor fit une demande surprenante. Affaiblie, couchée dans le lit qu'Isaiah avait construit de ses propres mains des années auparavant, elle demanda du papier et de l'encre. Elle voulait écrire, dit-elle, pour que l'histoire de leur fuite ne soit pas perdue, pour que leurs enfants comprennent un jour les sacrifices qui avaient été faits. Cassandra s'assit à côté de sa sœur pendant des jours entiers, transcrivant les mots qu'Eleanor murmurait avec difficulté. Ce document, rédigé dans l'urgence et la fièvre, contenait des détails que même Nathan et Isaiah ignoraient. Eleanor y révélait ses doutes les plus profonds, ses moments de regret, mais aussi sa conviction inébranlable qu'ils avaient fait le bon choix. « Il y a eu des nuits, dictait-elle à Cassandra, où je me suis réveillée en pleurant, pensant à la vie que nous aurions pu avoir si nous avions simplement obéi. Une vie confortable, respectable, vide.
Et chaque fois, je regardais Isaiah endormi à côté de moi, et je savais que je referais exactement les mêmes choix. La liberté, même dans la pauvreté, vaut plus que tous les salons dorés de Géorgie. Elle écrivit aussi sur Margaret, sa mère. Je ne la haïssais pas, je la comprenais même. Elle était prisonnière du même système que nous, prisonnière de ses propres chaînes invisibles. Elle croyait protéger notre honneur, notre avenir, mais elle ne comprenait pas que l'honneur sans liberté n'est qu'un mot vide. Le document contenait également des passages troublants sur les personnes qu'ils avaient laissées derrière eux à Riverside Hall. Eleanor exprimait une culpabilité profonde pour tous ces esclaves qui continuaient de souffrir, pour ces vies qu'elle aurait peut-être pu améliorer si elle était restée. « Nous avons sauvé nos propres âmes », écrivit-elle, « mais nous avons abandonné toutes les autres. Est-ce du courage ou de l'égoïsme? Je ne le saurai jamais avec certitude. » À la surprise de tous, Eleanor survécut à sa maladie. Ce fut long, difficile, mais au printemps de 1858, elle était suffisamment rétablie pour marcher à nouveau, pour tenir Hope dans ses bras, pour recommencer à participer à la vie quotidienne de leur famille isolée. Mais l'expérience l'avait changée. Elle devint obsédée par l'idée de laisser une trace, un témoignage qui prouverait que leur histoire avait été réelle, que leur amour avait été authentique. Elle convainquit Isaiah de les emmener, elle et Cassandra, au village le plus proche, à 3 jours de voyage, pour faire photographier leur famille. Ce voyage fut périlleux. Ils savaient que se montrer en public, même après tant d'années, comportait des risques. Mais Eleanor insistait. « Si nous vivons toujours dans la peur, disait-elle, alors nous sommes encore prisonniers. Je veux que le monde voie ce que nous avons construit. » Ils se rendirent donc dans un petit village nommé Clearwater, une communauté forestière où vivaient principalement des bûcherons et des trappeurs. Le photographe local, un homme taciturne d'origine française, accepta de les photographier sans poser de questions indiscrètes. Il sentait qu'il y avait une histoire derrière ces 4 adultes et ces 2 enfants, mais il respecta leur intimité. La photographie qui fut prise ce jour-là devint l'une des preuves les plus troublantes de toute cette histoire. Elle montrait les 2 couples côte à côte, leurs enfants devant eux. Eleanor et Cassandra, malgré les années difficiles, conservaient une certaine élégance, une dignité qui transparaissait même à travers leurs vêtements simples. Isaiah et Nathan se tenaient droits, leur visage grave mais serein. Hope et Freedom regardèrent l'appareil photo avec cette innocence propre aux enfants qui n'ont jamais connu la haine. Ce que cette photographie ne montrait pas, c'était la tension qui régnait durant la séance. Nathan avait repéré dans le village un homme qui leur lançait des regards insistants. Était-ce simplement de la curiosité ou quelque chose de plus menaçant? Ils ne restèrent pas assez longtemps pour le découvrir. Dès que le photographe leur remit leurs clichés, ils quittèrent Clearwater précipitamment. Leur intuition s'avéra juste. L'homme qui les avait observés était effectivement un informateur, bien que pas directement lié à Silas Crowe. Il travaillait pour un réseau de chasseurs de primes qui s'intéressait à toutes sortes de fugitifs. Lorsqu'il vit ces 2 couples mixtes avec leurs enfants métis, quelque chose dans son esprit se connecta avec des histoires qu'il avait entendues, des rumeurs sur des jumelles géorgiennes disparues une décennie auparavant. Il envoya un télégramme à ses contacts dans le sud. L'information finit par atteindre Silas Crowe, qui n'avait jamais abandonné sa traque. Crowe était maintenant un homme vieillissant, sa carrière de chasseur d'esclaves ayant périclité avec les tensions croissantes entre le Nord et le Sud, mais l'affaire Caldwell restait son obsession personnelle. Il se mit en route vers le Canada une dernière fois, en 1859, porteur d'un mandat d'arrêt obsolète et de rêves de vengeance. Mais Crowe était malade, affaibli par des années de vie brutale. Il n'atteignit jamais Clearwater. Il mourut en route, dans une auberge minable du Michigan, emportant avec lui la dernière menace sérieuse qui pesait sur les 4 fugitifs. Ils ne l'apprirent que des mois plus tard, par un voyageur de passage. La nouvelle de la mort de Crowe fut accueillie avec un mélange de soulagement et de mélancolie. Cet homme, qui les avait poursuivis pendant plus d'1 décennie, n'était plus.
Mais sa disparition ne changeait pas fondamentalement leur situation. Ils resteraient toujours des fugitifs aux yeux de certains, toujours des parias qui avaient défié les lois les plus sacrées de leur société d'origine. En 1860, alors que les tensions politiques aux États-Unis atteignaient un point de rupture, que les États du Sud commençaient à parler ouvertement de sécession, Eleanor prit une décision audacieuse. Elle écrivit une lettre au New York Tribune, un journal abolitionniste dirigé par Horace Greeley, racontant leur histoire. Cette lettre, signée simplement « Une femme libre », fut publiée en juillet 1860. Elle racontait, sans nommer explicitement les personnes impliquées, ni révéler leur localisation exacte, l'histoire de deux sœurs qui avaient choisi l'amour plutôt que le privilège, la liberté plutôt que la conformité. La lettre fut une sensation reproduite dans plusieurs journaux du Nord, discutée dans les salons, citée par les prédicateurs abolitionnistes comme preuve que l'amour pouvait transcender les divisions artificielles de race. Mais elle provoqua aussi des réactions violentes dans le Sud. Des éditorialistes dénonçaient cette histoire comme une invention scandaleuse, une propagande abolitionniste destinée à corrompre les mœurs. D'autres affirmaient qu'il s'agissait des jumelles Caldwell, ces traîtresses à leur race qui méritaient d'être punies même après tant d'années. La publication de cette lettre fut un acte de libération pour Eleanor, mais aussi un acte de défi. Elle refusait désormais de vivre dans l'ombre, honteuse de ses choix. Si le monde voulait la juger, qu'il le fasse. Elle savait qui elle était, ce qu'elle avait accompli. Le déclenchement de la guerre civile en 1861 changea tout. Soudainement, les questions qui avaient semblé si scandaleuses 10 ans auparavant se trouvèrent au centre d'un conflit national. L'esclavage, les droits des États, la nature même de la liberté américaine étaient débattus sur les champs de bataille et dans les congrès. Isaiah et Nathan suivirent les nouvelles de la guerre avec une intensité douloureuse. Ils savaient que des hommes comme eux, des esclaves fugitifs, se battaient maintenant dans les rangs de l'armée de l'Union. Une partie d'eux voulait se joindre à cette lutte, contribuer à la destruction du système qui les avait asservis. Mais ils avaient maintenant des familles à protéger, des enfants qui dépendaient d'eux. Eleanor et Cassandra étaient déchirées entre leurs propres sentiments. Elles voulaient voir le Sud défait, l'esclavage aboli, mais elles pensaient aussi aux gens qu'elles avaient connus, aux serviteurs de Riverside Hall, qui avaient été gentils avec elles dans leur enfance, aux voisins, qui n'avaient jamais été personnellement cruels, même s'ils soutenaient le système. En 1863, l'annonce de la proclamation d'émancipation leur parvint dans leur refuge isolé. Isaiah pleura en apprenant la nouvelle. Pour la première fois depuis sa naissance, il était légalement un homme libre, non pas seulement par sa fuite, mais par décret présidentiel. Même si ce décret ne s'appliquait pas techniquement au Canada, où il vivait déjà en liberté, la symbolique était immense. Ils organisèrent une célébration, juste les 6 d'entre eux dans leur cabane perdue dans les montagnes. Ils burent du vin qu'Isaiah avait fabriqué lui-même à partir de baies sauvages, mangèrent un repas spécial que les 2 sœurs avaient préparé pendant des jours. Et pour la première fois depuis leur fuite, ils parlèrent ouvertement de Riverside Hall, de Margaret, de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. Hope et Freedom, maintenant adolescents, posèrent des questions qu'ils n'avaient jamais osé poser auparavant. Leurs parents leur racontèrent tout, sans rien cacher. L'histoire de leur fuite, les dangers qu'ils avaient affrontés, les sacrifices qu'ils avaient consentis. Les 2 jeunes gens écoutèrent avec des émotions complexes, réalisant pour la première fois l'ampleur de ce que leurs parents avaient accompli. « Est-ce que vous regrettez ?» demanda Freedom à sa mère Cassandra. Cassandra réfléchit longuement avant de répondre. « Je regrette la douleur que nous avons causée à certaines personnes. Je regrette de ne pas avoir pu aider tous ceux que nous avons laissés derrière nous. Mais regretter nos choix, jamais. Vous êtes la preuve vivante que nous avons fait ce qui était juste. Vous êtes nés libres, et c'est le plus grand cadeau que nous pouvions vous offrir. » La fin de la guerre en 1865 apporta un nouveau dilemme. Avec l'abolition de l'esclavage dans tous les États-Unis, il n'y avait plus de raison légale pour qu'il reste caché au Canada.
Ils pourraient, en théorie, retourner aux États-Unis, peut-être même en Géorgie pour réclamer ce qui restait de l'héritage des jumelles. Mais cette idée fut rapidement abandonnée. Trop de temps avait passé, trop de choses avaient changé. Et surtout, ils avaient construit une vie au Canada, une vie qui, malgré sa dureté, leur appartenait entièrement. Retourner signifierait affronter un passé qu'ils avaient choisi de laisser derrière eux, rouvrir des blessures qui avaient finalement commencé à guérir. En 1868, un événement extraordinaire se produisit. Un journaliste canadien nommé Thomas Wheeler, qui avait passé des années à enquêter sur les histoires des réfugiés du Sud, réussit à localiser leur cabane. Il arriva un jour de printemps, seul, sans armes, portant simplement un carnet et un crayon. « Je ne suis pas venu pour vous exposer », leur dit-il dès le premier contact. « Je suis venu pour comprendre. Votre histoire, si c'est bien vous, est l'une des plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Mais je veux l'entendre de votre bouche, pas des rumeurs et des spéculations. » Après de longues discussions, après avoir évalué l'homme et ses intentions, ils acceptèrent de parler. Pendant plusieurs semaines, Wheeler vécut près de leur cabane, notant méticuleusement leurs récits, posant des questions respectueuses, essayant de comprendre non seulement ce qu'ils avaient fait, mais pourquoi. L'article qu'il publia dans un journal de Toronto en 1869 fut une révélation. Pour la première fois, l'histoire complète était racontée avec des détails vérifiables, des noms, des dates. Wheeler avait même réussi à obtenir une copie de la photographie prise à Clearwater. La réaction fut immédiate et polarisée. Dans les cercles progressistes du Nord, Eleanor, Cassandra, Isaiah et Nathan furent célébrés comme des pionniers, des héros qui avaient défié un système injuste. Des abolitionnistes éminents écrivirent des lettres de soutien. Des églises les invitèrent à venir témoigner de leur expérience. Mais dans le Sud en reconstruction, où les anciennes hiérarchies raciales étaient défendues avec une férocité renouvelée, l'article provoqua l'indignation. Des groupes comme le Ku Klux Klan, fraîchement formés, citèrent l'histoire des jumelles Caldwell comme exemple du type de mélange des races qu'ils étaient déterminés à empêcher. Même dans certains milieux du Nord, la réaction fut mitigée. Beaucoup de gens qui soutenaient l'abolition de l'esclavage n'étaient pas prêts à accepter l'idée de mariages interraciaux. Des lettres aux journaux débattaient de la moralité de leur choix, de l'impact sur la société, des conséquences pour les générations futures. Eleanor et Cassandra, maintenant dans la quarantaine, furent sollicités pour donner des conférences, pour écrire un livre, pour devenir des figures publiques du mouvement pour l'égalité raciale. Mais elles déclinèrent presque toutes ces invitations. Elles avaient déjà vécu trop longtemps sous le regard scrutateur du public. Elles préféraient leur vie tranquille, loin de l'attention, avec leur famille. Elles acceptèrent cependant une seule invitation, en 1870, pour parler à un petit groupe d'anciennes esclaves dans une église de Toronto. Ce fut la seule fois où elles s'exprimèrent publiquement sur leur expérience. Cassandra prit la parole devant cette assemblée de femmes qui avaient connu l'esclavage. « Je ne suis pas venue ici pour vous dire que ce que nous avons fait était héroïque, » dit-elle. « Nous n'étions pas héroïques, nous étions terrifiés, désespérés, égoïstes peut-être. Nous avons pensé à nous-mêmes d'abord, à notre propre bonheur, à notre propre liberté. Mais ce que j'ai appris durant ces 23 années, c'est que choisir sa propre vie, même quand le monde entier vous dit que vous ne le devriez pas, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la dignité. » Eleanor ajouta, sa voix toujours claire malgré les années. « On nous a enseigné que certaines frontières ne devaient jamais être franchies, que certaines unions étaient contre nature, que l'ordre social devait être maintenu à tout prix. Mais l'ordre social, qui exigeait que des êtres humains possèdent d'autres êtres humains, était lui-même contre nature. En le défiant, nous n'avons pas détruit quelque chose de sacré. Nous avons affirmé quelque chose de plus fondamental, le droit de chaque personne à choisir qui aimer, comment vivre. » Les années suivantes s'écoulèrent avec une relative tranquillité. La controverse autour de leur histoire ne disparut jamais complètement, mais elle s'estompa progressivement,
alors que de nouveaux scandales, de nouvelles histoires captivaient l'attention publique. Hope et Freedom grandirent, se marièrent, eurent leurs propres enfants. Ces petits-enfants, élevés dans un Canada de plus en plus tolérant, ne connurent jamais directement les horreurs de l'esclavage. Mais leurs grands-parents veillèrent à ce que l'histoire ne soit pas oubliée, à ce que chaque génération comprenne le prix de leur liberté. Isaiah mourut en 1882, à l'âge de 61 ans, entouré de sa famille. Ses derniers mots adressés à Eleanor furent simples: « Nous avons réussi. Contre tout, nous avons réussi. » Eleanor le suivit 2 ans plus tard, emporté par une pneumonie pendant un hiver particulièrement rigoureux. Nathan et Cassandra vécurent jusqu'à la fin du siècle. Cassandra mourut en 1898, Nathan quelques mois après elle. On raconte qu'il ne put supporter de vivre sans elle, que son cœur cessa simplement de battre par refus de continuer sans sa compagne de toute une vie. Mais l'histoire ne se termina pas avec leur mort. Les documents qu'Eleanor avait rédigés pendant sa maladie, les lettres qu'ils avaient écrites, la photographie prise à Clearwater, tout cela survécut. Ces artefacts furent conservés précieusement par leurs descendants, transmis de génération en génération comme des témoignages d'un courage extraordinaire. En 1923, une historienne nommée Dr. Martha Hendricks entreprit une recherche exhaustive sur l'histoire des jumelles Caldwell. Elle retourna en Géorgie, fouilla dans les archives du comté de Burke, retrouva des documents relatifs à Riverside Hall. Elle découvrit que la propriété avait été complètement détruite pendant la guerre, que presque tous les registres avaient été brûlés. Mais elle trouva aussi quelque chose d'étonnant. Une lettre cachée dans les archives d'une église locale, écrite par une ancienne esclave de Riverside Hall, nommée Sarah. Cette lettre, datée de 1866, racontait ce qui s'était passé à la plantation après la fuite des jumelles. Sarah écrivait « Madame Margaret est devenue folle de rage et de chagrin. Elle a fait fouetter plusieurs d'entre nous, accusant tout le monde d'avoir aidé ses filles. Mais nous ne savions rien. Miss Eleanor et Miss Cassandra avaient gardé leur secret. Je prie pour qu'elles aient trouvé le bonheur qu'elles cherchaient, même si je ne peux imaginer comment cela serait possible. Ce qu'elles ont fait était impossible. Mais peut-être que les choses impossibles sont les seules qui valent vraiment la peine d'être accomplies. » Cette lettre de Sarah ajoutait une dimension nouvelle à l'histoire, montrant l'impact que la fuite avait eu sur ceux qui étaient restés à Riverside Hall. Le docteur Hendricks découvrit également que plusieurs des esclaves de la plantation avaient été vendus après le départ des jumelles, dispersés dans tout le sud, leurs familles séparées dans la rage aveugle de Margaret Caldwell. Cette réalité troublante compliquait le récit héroïque. Oui, Eleanor, Cassandra, Isaiah et Nathan avaient gagné leur liberté. Mais d'autres avaient payé un prix pour cette liberté. C'était une vérité inconfortable que les descendants des 4 fugitifs durent affronter lorsque les recherches du docteur Hendricks furent publiées. En 1938, lors d'une réunion familiale organisée par les descendants, il y eut un débat passionné sur la moralité de ce que leurs ancêtres avaient fait. Certains soutenaient que la fuite était un acte de courage incontestable. D'autres questionnaient l'éthique de ne sauver que soi-même quand tant d'autres souffraient encore. Un arrière-petit-fils d'Isaiah, un professeur de philosophie nommé Marcus, offrit une perspective nuancée. Nous ne pouvons juger nos ancêtres selon les standards d'une époque où nous vivons en liberté grâce à leurs sacrifices. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les choix qui s'offraient à eux. Ils n'ont pas aboli l'esclavage à eux seuls. Ils n'ont pas transformé la société, mais ils ont affirmé leur propre humanité dans un système qui la niait. Et c'est déjà énorme. Cette perspective devint le consensus parmi les descendants. Une compréhension que l'histoire de leurs ancêtres était complexe, imparfaite, mais fondamentalement digne d'être honorée et racontée. Au cours du XXe siècle, alors que les mouvements pour les droits civiques transformaient l'Amérique, l'histoire des jumelles Caldwell fut redécouverte par plusieurs générations. Elle fut citée dans des discours, analysée dans des thèses universitaires, transformée en une pièce de théâtre et même en un film documentaire. Mais chaque nouvelle interprétation
ajoutait aussi des couches de mythologie à l'histoire réelle. Les détails furent embellis, les motivations simplifiées, les complexités morales souvent ignorées au profit d'un récit plus simple et plus satisfaisant. Les véritables Éléanore, Cassandra, Isaïa et Nathan, avec leurs doutes, leurs contradictions, leurs moments de faiblesse et de force, furent progressivement transformés en symboles, en icônes d'une cause. Ce processus est peut-être inévitable pour toutes les figures historiques qui capturent l'imagination publique. En 2015, une équipe d'archéologues et d'historiens retourna sur le site de l'ancien Riverside Hall. Ils fouillèrent méthodiquement les ruines, cherchant des artefacts qui pourraient éclairer davantage l'histoire de la famille Caldwell. Ce qu'ils trouvèrent fut à la fois banal et profondément émouvant. Des fragments de porcelaine fine, des boutons de vêtements, des outils agricoles rouillés, les vestiges d'une vie quotidienne disparue depuis longtemps. Mais ils découvrirent aussi quelque chose d'extraordinaire. Enterré sous ce qui avait été autrefois les fondations de la maison principale, un coffret en métal scellé. À l'intérieur, protégé par du tissu huilé, se trouvaient plusieurs documents. Des lettres que Margaret Caldwell avait écrites mais jamais envoyées, adressées à ses filles disparues. Ces lettres révélaient une femme bien plus complexe que le tyran monolithique dépeint dans la plupart des récits. Margaret écrivait de sa douleur, de sa confusion, de son incapacité à comprendre pourquoi ses filles avaient choisi de la quitter. Mais elle écrivait aussi dans une lettre datée de quelques mois avant sa mort, quelque chose qui surprit tous ceux qui la lurent. « Éléanore, Cassandra, si jamais vous lisez ces mots, sachez que je ne vous ai jamais haï. J'étais en colère, oui, choqué, oui. Mais une mère ne cesse jamais d'aimer ses enfants, même quand elle ne peut comprendre leur choix. J'ai passé ma vie à essayer de vous protéger selon les règles du monde que je connaissais. Vous avez choisi de vivre selon des règles différentes. Je ne peux dire que vous aviez tort. Je ne peux dire que vous aviez raison. Je peux seulement dire que je vous aime, que je vous ai toujours aimé, et que j'espère que vous avez trouvé le bonheur que vous cherchiez. » Cette lettre, découverte plus d'un siècle et demi après avoir été écrite, ajoutait une ultime couche de complexité à une histoire déjà extraordinairement riche. Elle rappelait que même dans les conflits les plus absolus, même dans les ruptures les plus totales, l'amour humain persiste souvent de manières inattendues et cachées. Les descendants des 4 fugitifs organisèrent une cérémonie spéciale lorsque cette lettre fut découverte. Ils la lurent publiquement, honorant la mémoire de Margaret Caldwell aux côtés de celle de leurs ancêtres directs. C'était une reconnaissance que toutes les personnes impliquées dans cette histoire avaient été prisonnières, d'une manière ou d'une autre, d'un système plus grand qu'elles. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après les événements de 1847, l'histoire des jumelles de Géorgie continue de fasciner et de provoquer des débats. Des historiens continuent de fouiller dans les archives, cherchant de nouveaux détails, de nouvelles perspectives. Des descendants des 4 protagonistes, maintenant dispersés à travers l'Amérique du Nord et au-delà, maintiennent vivante la mémoire de leurs ancêtres audacieux. La photographie prise à Clearwater en 1858 est maintenant exposée dans un musée canadien consacré à l'histoire des réfugiés du Sud. Des milliers de visiteurs la contemplent chaque année, voyant dans ces visages graves une histoire qui continue de résonner avec les luttes contemporaines pour l'égalité, pour le droit d'aimer qui on veut, pour la liberté de définir sa propre identité. La cabane, où ils ont vécu pendant tant d'années dans les montagnes canadiennes, a depuis longtemps disparu, dévorée par la forêt. Mais l'emplacement a été identifié et marqué par une plaque commémorative. Elle porte une inscription simple. Ici ont vécu Éléanore, Cassandra, Isaïa et Nathan. Ils ont choisi l'amour plutôt que la loi. Ils ont choisi la liberté plutôt que la conformité. Ils ont choisi de vivre. Leur histoire nous rappelle que les grandes transformations sociales commencent souvent par des actes individuels d'une audace extraordinaire. Que défier les conventions injustes a toujours exigé un courage immense et comporté des coups terribles. Que l'amour, dans sa forme la plus pure, refuse de reconnaître les frontières que les sociétés érigent entre les êtres humains.
Mais elle nous rappelle aussi que même les actes les plus courageux ont des conséquences complexes, que les héros sont rarement parfaits, que chaque choix comporte des sacrifices et des regrets. La vie que Éléanore, Cassandra, Isaïa et Nathan ont construite n'était pas un conte de fées. C'était une existence difficile marquée par l'isolement, la pauvreté, la peur constante. Ils ont payé un prix élevé pour leur liberté. La question qui persiste, celle que chaque génération doit se poser à nouveau, est simple mais profonde. Ce prix valait-il la peine d'être payé? Les 4 protagonistes de cette histoire auraient répondu oui, sans hésitation. Leurs descendants, bénéficiant de la liberté pour laquelle leurs ancêtres ont tant sacrifié, répondent également oui. Mais c'est une question que chacun doit examiner selon sa propre conscience, ses propres valeurs. Ce qui est certain, c'est que l'histoire des jumelles de Géorgie qui ont défié la loi pour épouser leurs esclaves n'est pas seulement une histoire d'amour romantique, bien qu'elle le soit aussi. C'est une histoire sur les limites de la liberté dans une société injuste, sur le courage qu'il faut pour affirmer son humanité face à un système déshumanisant, sur les choix impossibles que les gens doivent parfois faire entre la sécurité et l'authenticité. Et c'est pourquoi, plus de 175 ans après ces événements, nous continuons de raconter cette histoire, de la débattre, de nous demander ce que nous aurions fait à leur place. Parce qu'au fond, c'est une question qui transcende son époque et son contexte spécifique. C'est une question éternelle sur ce que signifie être humain, sur ce pourquoi on est prêt à tout risquer, sur les frontières que l'on est prêt à franchir pour vivre selon ses propres termes. Voilà l'histoire des jumelles Caldwell, une histoire que certains disent vraie, que d'autres qualifient de légende, mais qui continue de nous interroger sur ce que signifie la liberté, l'amour et le courage. Vous qui avez écouté jusqu'au bout, que pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle touché? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de leur choix, si vous croyez que tout cela s'est vraiment passé. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires oubliées, d'autres secrets enfouis dans les pages poussiéreuses de l'histoire. Et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les destins extraordinaires qui ont façonné notre monde. Parce que tant que nous racontons ces histoires, tant que nous nous souvenons de ceux qui ont eu le courage de défier leur époque, leur mémoire continue de vivre.